Ouais, on est à Miami. Tub, chatte, sain. Je crois que je crèverai sur ma chaise. What mon temps. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue sur cette nouvelle émission. Et dans cette émission, je suis hyper à la bourre, je vais pas te mentir. Je sais pas si tu le sens là, le podcast tu l'as dans les mains, il est tout chaud, il brûle, il a été fait sur l'instant. J'ai cliqué, j'ai mis en ligne, enfin bref, je suis à la bourre. Je vais être franc avec toi. Au départ, je voulais te faire une émission sur les objectifs, le travail acharné, les obsessions, les névroses, ce genre de trucs. Parce qu'en ce moment, en gros, je vais pas te faire voilà, je vais pas te faire, je vais pas me faire plaindre quoi. Mais je fais j'ai une très grosse amplitude horaire et j'avoue, je n'ai pas pour autant forcément beaucoup de temps pour faire tout ce que je veux faire dans mes journées. Et malgré tout, je t'assure que je suis pas loin du 6h, 1h du matin quotidiennement. Je suis très fatigué. Ça s'entend un peu aussi à ma voix. Je suis désolé. Donc voilà, je ne vais pas faire une très longue intro. Mais au demeurant, sur ce sujet-là, je voulais déjà te dire que c'était au départ, on va dire, ce que je voulais, ce que je désirais faire comme émission. Et puis finalement, bon, mais je t'avoue, un peu pris par le temps, j'ai très peu de temps là. Je vais partir en visite après ce podcast. Donc quand je vais finir cet enregistrement, je serai en visite pendant que tu vas l'écouter. Et donc, je me suis dit, en fouillant un peu dans les émissions qui sont à sortir dans les prochains mois, semaines, journées, je suis tombé sur cette interview de Fabrice Lucchini que je voulais faire. Je ne sais pas si tu te rappelles, au moment où j'avais fait celle de Jamel Debbouze. Bref, nous y sommes. Et sans plus de transition, on va attaquer avec à la fois donc, le sujet que je voulais te faire, les objectifs et la vision des choses qu'on va avoir de ce qu'on veut réaliser dans nos vies et comment on met en place tout ça pour y arriver sur un fond de Fabrice Lucchini que j'adore littéralement et en t'expliquant en parallèle un peu comment on arrive à atteindre ces objectifs. J'espère que tu vas aimer cette émission. C'est un format un petit peu hybride. On est dans les nouvelles saisons. On revient sur les anciens formats. Encore une fois, désolé, j'ai beaucoup de travail donc j'ai fait de mon mieux. Mais voilà. Au demeurant et sans plus attendre, on attaque. Et comme d'habitude, tu sais ce que je m'apprête à te dire. Oui. Si tu veux participer, non c'est pas ça. Si tu veux télécharger les 100 premières pages de mon livre Devenir riche sans argent, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet livre. Tu cliques et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre gratuitement. Je te les offre, c'est un cadeau. Lis ces 100 premières pages, c'est vraiment un excellent bouquin quoi. Voilà. Et sinon tu peux aller sur Amazon, la Fnac, tu tapes riche, je suis en première page. Et tu achètes le livre et tu le lis et tu verras, tu seras aussi très content du résultat. Si jamais tu veux pas lire des livres et puis que tu veux directement travailler avec moi parce que tu t'es dit ce mec peut changer ma vie et je peux changer ta vie, tu vas toujours sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet programme. Il y a un programme qui s'appelle 1 million. C'est aussi simple que ça et c'est très simple. Je t'aide à avoir 1 million d'euros en immobilier. Alors, tu peux te dire ouais machin, 1 million d'euros, non, ne rêve pas, je te les fais pas avoir sur ton compte, je te les fais pas gagner au loto. Je te les fais avoir en immobilier, ça veut dire avec des crédits et ça veut dire que tu vas devoir bosser pour les avoir. Mais crois-moi, avec mes 20 années d'expérience en immobilier, 1 million d'euros, c'est largement réalisable. C'est l'objectif de tous les débutants. Si tu es débutant, tu ne le sais pas, mais c'est ce que tu devrais chercher à obtenir. Enfin, pour finir, tu le sais, ces podcasts, sans toi, ils n'existent pas. Donc, merci d'être là. Mais pour m'aider dans le référencement, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission. Et surtout, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission parce que c'est complètement normal comme comportement. Je veux dire, on fait tous ça dans la vie quoi. Tu vois un gars et tu te dis vas-y, donne-moi ton téléphone, je vais t'abonner à l'émission de Nicolas, tu verras, c'est un mec sympa. Fais-le parce que moi je le fais tout le temps et ça fait plaisir, tu vois. Voilà, allez, sans plus attendre, Fabrice, je te laisse la parole. Ah oui, non, c'est vrai. C'est quoi la question déjà? C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie? Je suis pas du tout un être fou, moi. Je déteste la folie. Un acteur, c'est le contraire de la folie. Des gens parlant des fois de maman de télévision, les gens disent il est complètement fou. Quand je serai à ce poste de directeur de France 2, tout le monde sera rassuré, car je veux fédérer. Je suis pas fou du tout. Être fou, c'est ne pas contrôler. Être acteur, c'est contrôler à heure fixe le moment où tu peux faire croire à la folie. Bon, il y a deux choses. Je pense que tu l'as compris. J'utilise les interviews de Combini. Combini a choisi de mettre là, en plein milieu, un passage télévisé où Lucchini se lâche. Très clairement, de toi à moi, je comprends en fait l'agrémentation qu'ils ont faite dans leur montage, mais c'est complètement en dehors du message que veut te délivrer Fabrice Lucchini. Et Fabrice,
là, il est en train de t'apprendre une leçon de vie que je veux que tu gardes quelque part dans ta tête. C'est qu'il y a une énorme différence entre ce que tu vois et ce qui se passe. Et je vais essayer de te le traduire avec un exemple, mais avant, je vais finir de t'expliquer cette histoire de décalage. Il te montre en fait un passage où Lucchini se lâche complètement sur un journal télévisé et où c'était d'ailleurs très drôle et je t'invite à regarder l'interview d'ailleurs parce qu'elle est très rigolote. Mais il faut que tu comprennes que très souvent, les gens qui se lâchent comme ça, qui ont des moments où ils pètent un câblon, sont des gens qui travaillent énormément. Et d'ailleurs, il est en train de te le dire. Il te dit, les personnes nous collent une étiquette à nous, acteurs, mais ils ne comprennent pas la réalité de la chose. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'amuse toujours énormément quand je vois des gens qui vont donner le prénom d'un acteur à leurs enfants parce qu'ils aiment le personnage que représente l'acteur. Sauf que ce que les gens ont l'air de complètement oublier dans ce monde qui est devenu fou, c'est que c'est de l'acting. Le personnage n'existe pas. Il récite des textes qu'on leur donne. Et oui, je suis en train de m'énerver derrière mon micro. Parce que c'est hallucinant. Il y a quand même des gens qui donnent des prénoms de leur personnage préféré à leurs enfants et qui après sont déçus parce que le personnage fait un truc qui ne leur plaît pas. Mais où va-t-on quoi? Je veux dire, atterrissez. Mais la télé, c'est pas la vraie vie quoi. Ni la télé, ni le cinéma. Alors oui, on l'a tous fait. Je veux pas que tu crois genre je suis un surhomme. On a tous eu ce moment d'empathie profond qui bascule dans l'admiration parce que le film qu'on vient de voir nous a excités au plus haut point et qu'on a envie d'être ce putain de héros qui s'appelle Neo. Ou je sais pas qui d'ailleurs, peu importe. J'ai choisi Matrix au hasard, complètement bien sûr. Parce que je suis pas du tout un fan de Matrix. Mais tu vois ce que je veux dire? Fast and Furious, tu vois. Moi, je me rappelle quand j'ai vu le premier Fast and Furious, j'avais envie d'avoir une voiture qui allait vite. Et le film avait fait son job en fait. Mais c'était un putain de film. D'ailleurs, l'acteur est mort en roulant vite avec une Porsche. Parce que ça marche dans les films, ça marche pas dans la vie. Tu vois? Donc, ce que Fabrice essaye de te dire, c'est qu'un acteur, c'est quelqu'un qui bosse pour arriver à te faire croire à quelque chose. Alors maintenant, quel est le rapport avec ce que je veux te dire depuis tout à l'heure? Quand dans la vie, tu veux te fixer des objectifs. Et ça c'est quelque chose qui m'arrive en ce moment. Tu vas te fixer un objectif. Et cet objectif, il y a une énorme distinction qui se crée naturellement entre l'objectif que tu vises, le résultat que tu obtiens et l'objectif vu de l'extérieur que tu vises et le résultat que tu obtiens vu de l'extérieur. Je m'explique, exemple très facile. Le meilleur exemple, c'est celui que tu as donné Lucchini avec les acteurs. Les acteurs, il y a ceux que tu crois voir de leur personne de l'extérieur alors qu'ils jouent un rôle. Et ça crée une distorsion chez toi. Mais avec tes objectifs, c'est la même chose. Donc, je te donne mon exemple. On va prendre Steve Jobs. Steve Jobs, il veut toucher le monde entier et le changer avec ses téléphones. Il a créé l'iPhone et en fait, avec l'iPhone, il veut révolutionner le monde. Ok, il essaye de révolutionner le monde. Sauf qu'il faut que tu saches une chose. Steve Jobs ne révolutionne pas le monde. Apple n'est pas le vendeur de téléphone numéro 1 dans le monde. La marque qui vend le plus de téléphones dans le monde, c'est Huawei. Je ne sais pas comment il faut dire. Huawei. Après, derrière, tu as Samsung. Je crois qu'Apple est le 4e. Je ne sais jamais qui est le 3e. Bref, on n'est pas là pour… Je ne suis pas un mec qui fait de la technologie. Tu chercheras sur Internet. Mais ce n'est pas Apple. Apple, par contre, est l'entreprise la plus rentable au monde. Alors, on en vient maintenant au point que j'essaie de te mettre en avant tout à l'heure sur cette première partie. Ça veut dire que quand tu te fixes un objectif, il y a de grandes chances que tu ne l'atteignes pas. On va en parler tout à l'heure dans un instant. Mais surtout, et ça c'est vraiment le point essentiel, il y a ce que toi tu fais et il y a ce que les gens perçoivent. Et je trouve que ce qu'il vient de dire est totalement dans le sujet que je voulais aborder dans cette émission. C'est que comme Steve Jobs voulait vendre le plus de téléphones, il n'a pas réussi, même s'il a été l'entreprise qui a le plus vendu d'appareils. Alors, il faut savoir que l'appareil le plus vendu chez Apple, c'est l'iPhone 11 à ce jour et juste après, c'était l'iPhone 6. Mais ce que toi, tu dois retenir, c'est qu'il y a une énorme distinction entre ce que tu penses faire et ce que tu fais réellement. Et puis, du coup, ça crée aussi des résultats assez étranges. Ça fait que tu as des gens comme Steve Jobs qui n'étaient pas fiers de ce qu'ils faisaient, enfin pas toujours, qui n'étaient pas toujours satisfaits de ce qu'ils réalisaient, alors qu'il y a plein de gens qui, à leur place, auraient été totalement satisfaits. Ce qui m'amène sur un point hyper intéressant que met très bien en avant Fabrice Lucchini dès l'introduction de tout ça, c'est qu'en fait, lui, ce qu'il essaye de te mettre en avant, c'est que en réalité, eh bien, il y a une forme de travail derrière tout ça qui ne peut pas être détaché finalement
du résultat qu'on obtient et jusqu'où es-tu prêt à aller pour réussir à obtenir ce que tu convoites? Telle est la question. Et d'ailleurs, en parlant de questions, Monsieur Lucchini, mais avant tout, votre don à vous, c'est de pouvoir jouer avec les mots. Genre, le don, il en faut un tout petit peu, j'en ai un tout petit peu. Mais c'est pas ça qui fait qu'à un moment, on peut être sur scène à la Porte Saint-Martin devant 1150 personnes tous les soirs. C'est quoi alors? Travail, vertu pas du tout moderne, travail, obsession, névrose, priorité. J'ai lu quelque part que votre père vous disait que la vie c'était un peu comme une tartine de merde. Tartine de merde. Moi j'ai été élevé d'une manière schopenhauerienne, c'est-à-dire très pessimiste, parce que c'était un concept complètement moderne. Qu'il faudrait être heureux, s'éclater, avoir des seins comme ça, 48 ans, cette arrogance sur le bonheur, tout ça, il n'existait pas. C'est pour ça que le bobo est très prétentieux, c'est qu'il a l'impression que l'affirmation du bonheur, de se baigner en novembre, fout de bonheur, alors que ça prouve qu'il y a un réchauffement dramatique, il oublie complètement que c'est pas ça du tout la vie. Pour moi, il te partage ici deux notions, enfin plusieurs d'ailleurs notions fondamentales que je trouve exceptionnelles. Déjà, il te dit, tu montes pas sur une scène à parler devant je sais pas combien de personnes en étant à l'aise, facile, finger in the noise, de manière naturelle. C'est avec beaucoup d'arrogance d'ailleurs que je dois reconnaître que moi-même j'avais cette image. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parfois disent ah oui mais les footballeurs de toute façon ils ne s'attiquent pas pour être là où ils sont, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais les gens ne savent pas ce que c'est qu'être sportif de haut niveau. Pareil, on va dire un acteur, ça gagne beaucoup d'argent, mais ça apprend juste des textes. Mais c'est pareil en fait. Et ça revient à la première notion que je développais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu juges, parce que c'est ça, on est dans le jugement et l'interprétation. Tu juges la prestation de quelqu'un de ton point de vue à toi, sur ta connaissance personnelle qui n'a rien à voir. Moi, je vais te donner juste un retour d'expérience sur le monde du sport. J'ai été sportif de haut niveau. Tu ne t'imagines pas ce qu'est le monde de la compétition. C'est-à-dire que toi, tu vas bosser comme un malade, mais tu vas toujours trouver un mec qui bossera plus que toi. D'ailleurs, je le dis dans mon livre « Devenir riche sans argent ». Quand je suis allé m'entraîner pour les championnats du monde à Font-Romeu et que je nageais avec des mecs qui préparaient les JO, j'ai toujours rêvé d'aller aux JO. J'ai compris ce jour-là que ça resterait un rêve. Quand j'ai été confronté au degré d'engagement qui était nécessaire pour atteindre le niveau des JO, je n'en étais pas capable. Pour ramener un petit peu aussi à l'introduction de ce podcast qui je trouve est quand même pas inintéressante, si je suis capable aujourd'hui de faire un 6h, 1h du matin où je ne fais que travailler, je viens de l'écrire en même temps que je te le dis, j'étais pas forcément capable de le faire en nageant parce que je me levais à 5h pour aller nager à 6h, je nageais 2 fois par jour plus la muscu, mais c'était pas suffisant en fait. Alors qu'aujourd'hui, je suis certain que dans le boulot, je peux être beaucoup plus engagé aujourd'hui sur mon travail et plus névrosé et plus obsessionnel sur mon travail actuellement que je ne l'ai jamais été dans aucun autre domaine. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je vais déjà te donner tout de suite dans ce podcast. Ne cherche pas un travail que t'aimes en fait. Même si dans mon livre, je le dis, bien évidemment, il faut aimer un minimum son travail, mais je pense qu'un des meilleurs marqueurs qui fera que tu vas être capable de te dire je suis vraiment dans le domaine dans lequel je dois être, c'est le degré de névrose que tu es capable de supporter, jusqu'où tu es capable d'accepter l'engagement. Hier soir, je regardais, ma femme a voulu qu'on regarde la télé, donc elle s'est débrouillée de mettre la télé sur la télé. Enfin, tu as compris le truc, on a un écran normalement qui sert qu'à regarder des trucs comme Netflix, mais bon bref, on va pas polémiquer là-dessus, c'est pas le problème. Parce que hier soir, elle a voulu regarder bon, peu importe. On va pas, voilà, je vais pas. Et le mec disait qu'il avait, il y avait un gars qui témoignait, qui disait, j'ai tout perdu parce que je travaillais trop. Et en fait, je t'avoue qu'en écoutant ça, parce que je travaillais, pendant qu'elle regardait ça, moi je travaillais, et j'ai prêté l'oreille. En fait, je me suis senti concerné. Mais en fait, je crois que ça m'a pas plus gêné outre mesure que ça, en fait, parce que malheureusement. Parce que je suis fait comme ça, je ne me referai pas. Ou plutôt, j'ai peut-être trouvé des domaines d'activité qui actuellement me satisfont pleinement et j'ai aucun problème à aller au-delà des limites du raisonnable dans ces domaines-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que sur certains des aspects, parce que je ne suis pas bon dans tout ce que je fais, je suis meilleur dans tout ce que je peux faire actuellement. Il va y avoir des domaines où je vais exceller, où je vais avoir des résultats et des domaines où je suis très mécontent de mes résultats. Et ça me ramène aussi à ce que je te disais tout à l'heure de Steve Jobs, c'est-à-dire que de l'extérieur, toi tu te dis peut-être c'est super ce que tu arrives à faire Nicolas, mais moi de l'intérieur je suis hyper déçu parce que mon objectif n'est pas atteint et tu commences à sentir toute la problématique qu'il y a derrière ça. Et quand le père de Lucchini dit la vie c'est tous les jours une tartine de merde que tu dois manger et tu dois faire avec, eh bien il essaye de dire qu'en fait
tous les jours, tu vas avoir ton lot de problèmes à résoudre et ça va être ta capacité à régler ces problèmes et à toujours avancer et aller de l'avant qui va faire que oui ou non, tu vas atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Parce que, on va parler aussi du bonheur dans tout ça. Le bonheur, pourquoi c'est quelque chose de relatif? Pour moi, le bonheur, c'est quoi? Pour moi, le bonheur, c'est se fixer un objectif et l'atteindre. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne peux pas comprendre les gens qui vivent leur vie sans objectif, qui sont à la dérive. Bien évidemment, on a tous nos travers, tu vois. Moi, mon petit plaisir, c'est de ne pas avoir vraiment de réveil le matin. Même si je me réveille tôt, j'essaye de me dire, allez, tu mets pas de réveil. Si tu arrives à dormir un matin, ben, ça sera bien. Bon, manque de bol pour moi, je dors pas, mais voilà, des fois ça m'arrive de temps en temps d'arriver à dormir, ben je dors. Tu vois, je me prends pas la tête. J'ai la chance de pouvoir le faire, mais c'est très rare, on va pas se mentir. Donc voilà, ce que voulait dire le père de Lucchini, et je trouve ça hyper intéressant, c'est qu'il te dit en gros, tu vas être obligé de gérer avec les problèmes, libre à toi de les manger ou pas, parce que ce qui n'est pas dit dans la phrase, mais qui je trouve a une profondeur sans fond, c'est que la vie c'est tous les jours une tartine de merde, tu n'es pas obligé de la manger, mais si tu la manges pas, elle sera là, elle se représentera demain matin. Et en ne la mangeant pas, tu ne t'apprends pas à gérer avec. Alors après, il dit, j'ai une façon de voir la vie très alors comment il dit, Schopenhauerienne, je ne sais pas si ça se dit, bon, en bref, mode philosophique Schopenhauer, qui est une philosophie elle-même assez proche de celle de Nietzsche. Schopenhauer, pour sa phrase la plus connue, c'est l'animal métaphysique qu'est l'homme. L'homme demeure un animal métaphysique. Ça, c'est la phrase la plus célèbre de Schopenhauer. Bon alors, très clairement, on n'est pas sur une philosophie de vie, c'est pas hula hoop, whoop whoop whoop, on va s'éclater tous les jours. Hein. On est plutôt au fond de toute existence, en effet, une volonté, un vouloir vivre qui, poussé, aveugle et irrésistible désir inextinguible de vivre ne conduit qu'à la souffrance. Le désir est-il insatisfait? La souffrance domine. Bon, je suis désolé, hein, j'égaye pas ta journée avec ce genre de déclaration, mais comme il te dit, voilà, on est vraiment sur quelque chose de pas très gai. La tendance atteint-elle au contraire sa satisfaction? Alors l'ennui l'emporte. Ce pessimisme, Nietzsche le mettra à distance, l'impression de bonheur vrai devenant, dans son optique, plénitude de sentiments et non pas simple négativité. Donc en gros, voilà, Schopenhauer, c'est vraiment, c'est pas la vie en rose, c'est plutôt la vie en noir. Mais du coup, bon voilà, on est vraiment dans une philosophie de vie qui dit que, en gros, tu vas souffrir. Bon voilà, c'est ça la vie, c'est de la souffrance à répétition. Mais si tu arrives à faire avec, tu verras, tu t'y habitueras et ça sera plus aussi terrible que ce que ça peut paraître. Au final, si on y réfléchit 2 secondes, toi à moi, c'est une manière de voir la vie qui prémunit vachement l'individu. Parce que si tu pars du principe que tout ce qui va t'arriver est mal, s'il ne peut rien t'arriver de bien, et bien quand il se produit quelque chose de bien, à mon humble avis, tu es vachement plus heureux. Donc, monsieur Lucchini, comment on s'en sort de cette éducation un peu pessimiste, un peu pas très... tu vois? On n'en sort jamais. On doit tout à nos parents. Voilà, je vais vous dire un truc hyper conventionnel. C'est la phrase de Nietzsche, tout n'est qu'héritage. J'ai tous les défauts qu'on veut, mais j'ai 2 petites qualités. Je blesse peu les gens et surtout, je me sens jamais hiérarchiquement différent de mon milieu. J'ai été à l'école à 12 ans rue de Clignancourt, j'étais à Barbès, j'étais avec les Arabes, avec les Juifs. Dans ce passage, je vais vraiment me concentrer sur le tout n'est qu'héritage. Le reste m'intéresse pas trop. Et je vais mettre en avant un point, une croyance que je développe de plus en plus et qui je pense, mais tu m'as compris, est réellement un point central de nos vies à tous. Je pense qu'en fait, nos vies, en ce moment, j'ai une étrange croyance. Tu sais, bon là, je viens de passer comme toi la période des vœux, donc j'ai souhaité les vœux. Et dans mon entourage, il y a une personne. C'est vrai que cette personne, elle a tout le temps une succession de malheur qui s'abat sur elle. Je le reconnais. Hein. D'ailleurs, elle m'a dit au téléphone quelque chose de super intéressant. Elle m'a dit, ma vie, c'est une petite cuillère qui tape sur mon épaule en permanence. Le coup de la petite cuillère me fait pas mal, mais tous les jours, tout le temps, d'avoir cette espèce de battement sur l'épaule, je le supporte plus en fait. Donc c'était sa réponse pour me dire ça devient agaçant. Au point où elle arrive même plus à voir, tu sais, les bons côtés qui lui arrivent dans la vie. Si c'est ce qui t'arrive, je vais te donner une de mes grandes théories qui est, à mon humble avis, à prendre justement dans le sens de l'héritage qu'est en train de dire monsieur Lucchini là, qui est vraiment vrai pour le coup. Fabrice Lucchini, il dit tout n'est qu'héritage, héritage de nos parents, etc. Je ne suis pas totalement d'accord. Je crois que c'est Kant qui disait que, il y a un philosophe qui disait que en fait tu pouvais réellement revenir sur l'éducation de tes parents.
Et moi, je pense que c'est vrai. Et ça, c'est un autre débat. Par contre, j'ai cette étrange sensation que nos vies sont construites sur des tranches de 10 ans. Je n'arriverai pas à l'expliquer, mais pour moi, tu as une vie de 20 à 30 ans, tu vas avoir une autre vie de 30 à 40, puis une autre vie de 40 à 50, puis une autre vie de 50 à 60. Tu vois, si d'ailleurs tu as l'occasion, pendant que je te parle, tu prends un petit dessin, comme ça, tu fais des petites cases rectangulaires et tu écris comme ça. Donc de 10 à 20, tu écris de 10 à 20, de 30 à 40, de 40 à 50 et de 60 à 70 et de 70 à 80. Ça te fait une espèce de grande droite. Et pour moi, en fait, tes actions de tes 20 à 30 auront des répercussions sur tes 30 à 40. C'est ton héritage. Tes actions de 30 à 40 auront des répercussions sur tes 40 à 50. Tes actions de tes 40 à 50, etc. jusqu'à la fin de ta vie. Toujours pour moi, dans ma croyance personnelle que je partage avec toi, il y a une espèce de grande droite qui est longitude et qui va en dessous de cette tranche d'âge, qui va être par exemple la nourriture, donc ce que tu manges, l'hygiène de vie, qui ça a un impact hyper long terme que tu ne peux pas, comment dirais-je, que tu ne peux pas estimer parce que c'est clairement les intérêts composés. C'est-à-dire qu'en gros, si tu manges de la merde tout le temps, ben forcément tu le payeras sur les petites tranches de vie que tu as au-dessus. Si tu n'as pas d'hygiène de vie tout le temps, ben tu le payeras sur les tranches de vie au-dessus. Bref, revenons à la personne que je te disais tout à l'heure et un petit peu à ce que pour moi dit Lucchini et qui est vrai. Effectivement, tout n'est qu'héritage. Donc si par exemple, et c'est mon cas, de mes 20 à mes 30 ans, moi j'ai beaucoup investi dans l'immobilier. De mes 30 à mes 40, j'ai encore plus investi. Mais là, je vais attaquer la 40 et la cinquantaine avec, je pense, pour moi, ce que j'appellerais l'apothéose de ma carrière. Parce que ça sera le point haut. Je vais monter dans le point haut et après, je redescendrai. Je gagnerai de l'argent. Je peux peut-être arriver encore à monter ce point-là sur mes 50 à mes 60, mais après, ça va descendre. Parce que la retraite, l'arrêt, la passation de flambeau, bref, il va se passer des choses, tu vois. Mais du coup, si toi, tu n'as rien fait de tes 20 à tes 30, par exemple, si tu n'as fait que des soirées, ce qui est le cas de la personne dont je te parle tout à l'heure, ben forcément, de ses 30 à ses 40, elle l'a payé. Parce que dans une phase où, dans la vie, à un moment donné, tu es dans une phase où tu vas devoir mettre des choses en place, ben, ce que tu n'as pas mis de tes 20 à tes 30, tu vas devoir les mettre en place de tes 30 à tes 40. Et pour avoir l'héritage de ce que tu auras fait, il va falloir que tu fasses plus d'efforts parce que ta vie, elle va devenir peut-être plus difficile. Alors, c'est un concept très personnel, mais en gros, pour moi, tu hérites effectivement donc de tes 0 à 10 ans. Pour moi, de 0 à 10 ans, tu hérites de tes parents qui vont conditionner tes 10 à tes 20. Tes 10 à tes 20, tu vas avoir une vie qui va être X ou Y. J'ai généralement une vie entre l'enfance et l'adolescence, une espèce de passation. De tes 20 à tes 30, sous l'influence de tes parents, l'influence extérieure de tes copains et tes objectifs que tu vas te fixer, début de l'émission, tu vas commencer à capitaliser pour un héritage prochain de tes 30 à tes 40. Cette phase-là, entre les 10 et les 30, elle est capitale. Dans ma théorie, j'ai même tendance à croire que toute notre vie est basée sur ce qu'on fait là. Ce que tu fais entre tes 10 et tes 30 ans, c'est ce que tu vas entre tes 10 et tes 30 ans, c'est ce qui va résonner pour le reste de ta vie. C'est pas immuable, ça n'est pas inchangeable. C'est juste que si tu dois prendre un virage très fort après, il sera plus compliqué en fonction des choix que tu auras fait à ce moment-là. Alors, si tu as la chance de m'écouter et que tu es jeune, je ne suis pas en train de te dire de ne pas vivre. Je ne suis pas en train de te dire de passer à côté de ta vie. Je suis en train de te dire, réfléchis bien à ce que tu fais. Passer son temps à capitaliser sur de l'alcool et des soirées, bon, en ce moment avec le Covid, tu ne peux pas le faire, mais ce n'est pas la meilleure des options. Voilà, c'est ce que je te dis, tu le prends comme tu veux. Je rejoins Lucchini sur le fait que tout n'est qu'héritage, mais je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Fabrice, il y a une phrase que vous mettez souvent en avant, « Ma vie morne, plate et tranquille et mes phrases sont mes aventures ». Comme je suis vierge, ma vie est assez carrée, régulée, comme tous les gens angoissés, je ritualise un peu mes journées, donc c'est pas la déglingue, hein. Oh, hier soir, la déglingue de quoi? Et t'as picolé, t'as fumé du shit, t'as pris du Lexo. C'est bien, moi j'aime l'enivrement. La phrase de Baudelaire, quelle heure est-il? Il est l'heure de vous enivrer. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Par exemple, on est très bête sur le hashish. On leur en parle pas bien. On devrait d'abord leur dire toutes les vertus du hashish. Ça veut pas dire qu'il faut qu'ils fument du shit. Faut dire que, évidemment, ça élargit la perception. Puis après, faut dire, c'est pas gratos. Ça a l'air de rien, mais à l'âge où vous en fumez, vous allez tout rater. Parce que ça va détruire une partie de votre psychisme qui s'appelle la volonté. Ça veut dire que le mec qui fume 10 pétards par jour, à 40 ans, il va être ahuri. Parce qu'il n'aura rien construit de solide pour affronter la vie. Et à 17 ans, c'est très mauvais, parce que tu construis ton identité, et ça peut créer, ce qui m'est arrivé, des grands
de phase anxiogène, de tachycardie, parce que le shit, c'est un développeur de conscience, donc on peut aller très mal, faut le dire. Bon, je vais être très clair avec toi. Pour moi, il dit exactement la même chose que ce que je viens de te dire, mais il ne le dit pas du tout avec les mots que je choisirais personnellement de le dire. J'aime pas parler du shit en fait, de la drogue et de tout ça, parce que j'ai un avis très tranché sur le sujet. Et lui, il met en avant, effectivement, d'une façon très différente de la mienne, des arguments qui font mouche. Notamment sur le côté fumer du shit, ça élargit les perceptions. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais je ne pense pas être la meilleure personne avec qui en parler. Par contre, ce qu'il dit ensuite, je suis d'accord avec lui. Il dit que ça fait des personnes à 40 ans qui n'ont pas de volonté. Et s'il y a une chose à retenir dans ce qu'il est en train de te dire et dans l'émission qu'on est en train de construire tous les deux, c'est bien que la volonté est mère de la réussite. Et la réussite, si on part de la définition que j'ai dès le départ cadrée dans cette émission, à savoir réussir, c'est atteindre son objectif, alors pour réussir, il te faut de la volonté. Et la volonté, c'est la capacité que tu vas avoir à te dire, par exemple, aujourd'hui, je vais faire 6h, 1h du matin et je vais le faire tous les jours jusqu'à ce que j'ai atteint mon objectif. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de réussir ma vie. Parce que réussir ma vie, c'est atteindre mon objectif. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je viens de te dire, mais c'est une formule qui marche. Il n'y a pas de magie en fait, il n'y a pas de secret. Même moi, quand je te dis que je vais t'aider à obtenir 1 million d'euros de patrimoine et que je te dis c'est facile. Pourquoi ? Parce que je vais te montrer qu'en travaillant, c'est facile de l'avoir. Maintenant, peut-être que tu n'as pas envie d'entendre le « en travaillant ». Peut-être que tu as juste envie d'entendre le « c'est facile ». Mais la facilité ne peut venir que du travail. Je vais te dire un truc. Quand je m'entraînais énormément à la natation pour faire une compétition, ce n'était jamais le jour de la compétition à l'échauffement que se jouait le temps que j'allais faire. Je vais te le dire autrement, j'arrivais toujours le jour de la compète, tu avais toujours des copains et des amis, des machins qui étaient là et qui avaient besoin de s'échauffer, qui avaient besoin de l'entraîneur pour prendre des chronos, pour faire ci, pour faire ça. Mais en fait, le travail, tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas le jour de la compète que tu vas réussir. Il y avait un nageur de ma génération qui m'a fait rêver, Popov, que je connaissais, que je suivais, qui était vraiment particulier. Et il avait une singularité, ce nageur, c'est que quand il arrivait à l'entraînement, il jouait. C'est-à-dire que quand il arrivait à l'entraînement, il s'amusait pendant l'échauffement. En natation, quand tu vas pour nager, tu as des heures d'échauffement avant la compète et tu as des horaires où tu as les épreuves. Mais pendant l'échauffement, il faisait des sauts dans l'eau, il crachait de l'eau sur les concurrents, il faisait chier tout le monde en fait, le mec. Et en fait, pour lui, la compète, elle se jouait dans la chambre d'appel. Le mec s'asseyait en face de la personne qui devait bouffer et il le regardait et beaucoup de gens te diraient, y compris moi, qu'en fait, il gagnait la compète dans la chambre d'appel. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que la vie, c'est ça en fait. C'est ta capacité à te préparer à ce que tu veux réaliser. Et donc pour ça, il va te falloir de la volonté, de l'abnégation, de l'obsession, du travail, tout un tas d'éléments. Et le shit n'est pas cet élément dont tu as besoin. Et quand je te parlais tout à l'heure d'héritage, si de tes 20 à 30 ans, tu as passé ton fric dans le shit, quel héritage va te laisser la drogue ? Rien, à part des souvenirs. Alors bien évidemment, c'est un débat qu'on pourrait avoir autour d'un feu ou d'une bière ou de je ne sais quoi pendant des heures. Parce que les instants de vie, c'est ce qu'on va amener dans notre tombe. Les instants de vie, c'est ce que tu vas avoir dans ta tombe. Qu'est-ce qui va te rester ? Les souvenirs. Mais quels sont les souvenirs que tu veux récolter ? Moi, mes souvenirs aujourd'hui me conviennent très bien. Maintenant, je ne suis pas là pour juger tes souvenirs. Je ne suis pas là pour te dire « fais ce que je te dis ». J'essaye juste de te montrer que pour atteindre un objectif, il va te falloir de la volonté. Volonté égale travail, obsession. Et à un moment donné, il n'y a pas de mystère en fait. Et si tu veux avoir, ou en tout cas vivre, cette notion d'héritage dont je suis en train de te parler, et c'est de l'auto-héritage dont je te parle. Autant Lucchini, lui, te parle d'héritage de parents, mais dans cette deuxième partie, il te dit clairement la même chose que moi. Il te dit, si tu fais les mauvais choix en étant jeune, à 40 ans, tu payeras le prix de quelque chose que tu ne veux pas. Ou en tout cas, qui ne te convient pas. Pourquoi, à ton avis, moi c'est mon opinion, pourquoi il y a des crises de la quarantaine ? Pourquoi il y a des crises de la cinquantaine ? Parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver face à ça. Et crois-moi,
je ne veux pas que tu te retrouves face à ça. Alors je sais que cette émission elle peut te paraître bizarre, mais c'était bizarrement pour moi, ça fait répétition, mais je crois que c'est l'émission que j'avais envie de faire. Et là, Lucchini, il met réellement devant ton nez en fait la seule et unique réalité que nous vivons tous, le produit de nos choix est parfois assez difficile à vivre parce qu'à des moments d'existence, on se retrouve tout simplement face à la vie, parfois aussi face à la mort. Et quand ces moments-là, quand on commence à devoir payer le prix de ce qu'on a fait, ou en tout cas revenir sur notre vie et récolter un petit peu la valeur de nos choix, on se dit putain, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Et dès l'instant que tu commences à avoir ces phrases-là dans ta tête, à avoir des regrets, crois-moi, c'est pas bon en fait. Et tu ne dois pas agir pour des regrets. Bon, je me suis complètement égaré. Je crois que je vais mettre cette émission dans la spiritualité. J'espère que tu as suivi mon idée parce que je me perds un peu. Fabrice, je vais me recentrer sur vous. Est-ce que vous vous dites parfois, quand vous vous retournez sur votre passé, comment j'en suis arrivé là en fait ? Moi, je comprends rien à ce qui s'est passé. Il y a 13 ans, on m'a viré de l'école. J'arrivais même pas à comprendre passif-actif, tu vois. Et puis alors, les mathématiques, quand les gens disaient, si X dit, déjà, je disais, mais pourquoi il me dit X ? Donc, j'ai été viré, j'ai eu le certificat d'études. C'est un truc que personne n'a maintenant, c'est même pas le brevet. Hein. À 14 ans, maman m'a emmené dans un autobus et on m'a mis coiffeur. Je suis tombé chez des coiffeurs de gens riches. J'ai vu plein d'homos, plein de meufs qui n'étaient pas encore... Mais déjà, il y avait l'obsession de épilation, Marlène Jobert, le maillot, j'ai tout vu pendant 10 ans. Il y avait des meufs qui étaient à Walp toute la journée. Et comme j'avais l'air d'un ange, je ne faisais pas d'efforts. Donc je me tirais sur la tige 10 fois par jour. Ce qui fait qu'on m'a envoyé à 16 ans en sanatorium. Parce que je voyais des soutifs, des slips toute la journée, tu comprends ? Les femmes se déshabillaient à 14 ans, t'as le périnée en état. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, et puis je parlais beaucoup, j'étais pas doué pour la coiffure. Puis je lisais, puis il y a des gens qui m'ont invité à dîner. J'ai eu un dépucelage surréaliste, je peux pas t'en parler, à 16 ans, avec une chanteuse. Et puis après, 17-18 ans, on m'a donné un petit rôle. Et puis après, je suis parti en Inde. Et puis après, je suis revenu, puis j'ai eu le cours de théâtre. Pendant 15 ans, personne ne voulait de moi. Les gens disaient... Mais qu'est-ce que c'est que ce phrasé ? C'est un homo, mais qu'est-ce que c'est que ce nu ? Et donc, j'ai été coursier. Je faisais Perceval d'Éric Rohmer et puis j'en livrais des plats le midi et la nuit. Et puis Perceval a été un bide et je suis resté 6 ans, 7 ans sans aucun coup de fil. De 70 à 85, ça a été un peu un tunnel, donc ça allait pas bien. Et puis en 85, j'ai eu un coup de bol, j'ai fait Les Nuits de la Pleine Lune et j'ai fait un des plus grands metteurs en scène français. Et maintenant, me voilà avec des beaux films. Et je découvre la sexualité. Je découvre Céline en même temps, je découvre les milieux sociaux puisque je suis d'un milieu très modeste. J'habite à Barbès, on me jette dans les quartiers chics, les meufs me donnent des pourboires énormes près de ma teub parce que j'avais 15 ans, j'étais mignon et tu sais, on te mettait un pourboire donc je sentais leurs mains très très proches de ma teub. Voilà, c'était l'époque folle du pub Renault, du drugstore, des Weston, j'avais des Weston, je travaillais comme un fou la nuit. C'est-à-dire que ma vie a pris un sens, ma vie est devenue géniale quand j'ai compris moi qui errais, qui arrivais des années 70, qui fumait du shit, qui partait à Katmandou, apprenti à 14 ans, je voyais des meufs à poil partout. Et à 20 ans, j'ai eu un miracle, je suis rentré dans un cours de théâtre. Sincèrement, je crois que tu peux écouter ce passage en boucle. Mais quand je te dis en boucle, c'est genre repasse-le toi en fait. Tu viens d'écouter la vie de Fabrice Lucchini quoi. Et c'est pas rien en fait, parce que là, on est dans le cœur de l'émission. C'est exactement là où je voulais en venir. Quand on te parle d'objectifs, de résultats, de réussite, de travail et de tartines de merde, il faut que tu prennes tout ça, que tu le mélanges et que tu imagines que tu es vraiment très loin du compte. Le mec, en quelques minutes, il vient de t'expliquer qu'en gros, pendant limite 30 ans, il a galéré quoi. Il a galéré et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il n'avait pas le choix. C'est qu'au départ, il commence en te disant... Mais moi, j'avais rien en fait. Quand on me dit X, je comprenais pas pourquoi déjà X en fait. Le gars était déjà en train de t'expliquer que X plus 2 égale machin, équation à 2 inconnus ou à un inconnu, il faut faire une multiplication pour trouver le résultat. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi X en fait. Pourquoi on a choisi X ? Ça te montre déjà que, bon, au-delà du fait qu'on soit face à quelqu'un qui a une sensibilité hors norme et qui a besoin de comprendre des choses, parce que le prof va lui dire c'est X, ça aurait pu être autre chose. Mais non, mais tu as choisi X pourquoi ? Bon, bref, tu m'as compris. Mais au-delà de ça, il faut aller aussi comprendre qu'il y a cette absence de choix au départ. Et ça,
C'est clairement ce que je reproche actuellement à ce phénomène de société qui dit, et je me sens proche de Fabrice Lucchini en toute modestie et sans prétendre être au niveau de ce mec-là, je me sens proche dans cet aspect, il n'y a pas le choix. Personnellement, si je suis entrepreneur, c'est pas par choix en fait. J'ai pas honte de le dire. En séminaire, dans plein de moments, j'en rigole aujourd'hui. Mais pendant très longtemps dans ma vie, j'aurais voulu avoir l'opportunité de pouvoir avoir un travail. Parce qu'il y a eu des moments tellement difficiles. Il faut que tu saches, et je le dirai jamais assez, dans mon livre « Devenir riche sans argent », il y a les pires moments qui ont été enlevés. Donc les pires moments ont été censurés. On m'a dit écoute, c'est trop, je ne peux pas mettre ça dans le livre parce que c'est pas bon. Et il y a les meilleurs moments qui ont été censurés parce qu'on m'a dit dans les deux extrêmes que c'était trop en fait. On m'a dit non mais ça c'est pas possible, c'est trop. Voilà, ça fait pas réel en fait. Mais il faut savoir qu'il y a eu des moments dans ma vie d'extrême difficulté où sincèrement, comment je vais te dire ça, j'aurais vraiment aimé pouvoir avoir ne serait-ce même qu'un petit job alimentaire. Parce que personne ne voulait de moi. Et quand Fabrice Lucchini te dit ben moi je galérais, j'avais des petits boulots, je faisais une scène de théâtre miteuse le soir, personne ne voulait de moi parce que j'avais un espèce de phrasé qui était classifié comme homosexuel, et ben ça te dit, le mec te dit en filigrane, j'ai galéré grave et j'ai carrément eu un passage à vide à demi-mot. Il ne dit pas qu'il a fait une dépression parce que je pense qu'il l'aurait dit, mais moi je perçois la limite d'une dépression et d'un coup ça s'est débloqué pour lui. Mais combien de travail, combien de galères, combien de moments esselés pour atteindre un niveau qui aujourd'hui te fait peut-être envie et qui te paraît, on revient encore au début de l'émission, oh mais c'est facile acteur, voilà. Ou quand tu dis, oh, tiens je vais prendre une caméra, je vais me filmer, c'est facile, je vais faire une chaîne YouTube. Tout est facile en fait. Regarde, d'ailleurs cette émission elle est très rigolote, elle est tournée complètement à l'arraché parce que là je dois partir en visite, j'ai 2 heures de route pour aller faire une visite, j'aurai peut-être pas le temps de la monter au retour, je suis là à regarder l'heure en même temps que je te la fais mais je veux quand même te délivrer de la qualité, je sais absolument pas quand est-ce que je vais réussir à la mettre en ligne et donc je fais mon maximum pour qu'elle y soit, mais ça te montre que la vie c'est pas un long fleuve tranquille et ça se passe jamais comme tu veux et même si tu convoites un résultat donné, ben il y a de grandes chances que tu ne l'atteignes pas. Moi, pareil, je le dis dans mon bouquin. Dans ma tête, je m'étais dit à 35 ans, tu arrêtes de travailler. Bon, bah, j'ai arrêté à 37, j'avais 2 ans de retard. Ben, j'ai raté. Tu vas peut-être te dire, ouais, mais Nicolas, tu as pu t'arrêter à 37. Oui, ben, peut-être, mais c'était pas 35. Donc peut-être que pour toi, c'est super, mais pour moi, c'est pas bon. Lucchini, il aurait voulu à 20 ans avoir un rôle, en fait. Il aurait voulu à 20 ans être ce qu'il rêvait d'être, en fait, parce qu'il n'avait pas d'autre option. Et donc, cette tartine de merde dont il te parle, et quand moi je te parle d'objectifs et d'engagement, d'obsession et de travail, c'est pas autrement que tu vas y arriver. Tu es obligé de passer par ces phases de grandes difficultés pour arriver à atteindre et aussi, je pense, à profiter de ce que tu convoites en fait. Et il n'y a pas de raccourci pour ça. Moi, encore une fois, voilà, je veux pas que tu crois que je parle de moi dans cette émission, mais quand je te propose 1 million d'euros en patrimoine immobilier, crois-moi, 100% des gens qui basculent de l'autre côté pour venir bosser avec moi, quand ils voient la taille de la formation, ils se disent « Ah ouais, merde, j'ai du travail. » Mais ouais, je préfère franchement savoir comment gagner 1 million d'euros que gratter un ticket de loto. Bien évidemment que le ticket de loto, c'est vachement plus rapide et c'est vachement plus direct comme résultat. Si tu y arrives à l'avoir du premier coup, eh ben, tout le monde, même moi, mais non, moi ça me plairait pas, mais il y a beaucoup de gens, je pense, ils préfèrent faire ça. Moi, mon problème avec le ticket de loto, c'est que c'est pas reproductible, tu vois. Mais il y a des gens, ça leur va très bien en fait, parce qu'ils veulent juste avoir l'argent, puis on n'en parle plus. Mais ils passent à côté de tout ça. Lucchini, si à un moment donné on arrive à une forme d'épanouissement, c'est parce que pour être épanoui, il faut avoir bouffé cette tartine de merde en fait. Parce que tu ne peux pas apprécier le moment à sa juste valeur si pour l'obtenir, il n'y a pas eu cette difficulté. Ça m'amène aussi sur un sujet inattendu, je pense, mais que je dois te dire, ne donne pas trop à tes enfants. Moi, je donne rien à ma fille. Je le dis en toute franchise, je n'ai pas de honte à le dire. Je ne donne, à part de l'amour, elle n'a rien de moi. Rien. Ça doit même peut-être un petit peu choquer ma femme d'ailleurs. Mais je m'en fiche en fait. Parce que ce n'est pas en lui donnant que je l'aiderai. C'est justement en l'affamant. Moi, ma fille, je vais l'affamer. Elle va avoir faim. Elle va avoir faim. Très, très faim. Elle n'aura pas ce qu'elle veut en fait. Elle aura juste le chemin. Et je regarderai si elle est prête à le prendre ou non. Et si elle ne le prend pas, mais je ne l'aiderai pas. Je l'aiderai encore moins.
Et si elle le prend, je ne l'aiderai pas comme tu peut-être l'imagines en fait. J'aurais peut-être même tendance à lui mettre des bâtons dans les roues pour voir si la motivation est au rendez-vous. Bref, sujet d'une autre émission peut-être. Toujours est-il que Fabrice Lucchini connaît des phrases de livres par cœur. C'est un obsédé du travail, un acharné, mais à un niveau largement supérieur au mien, au tien, à tout ça. Et écoute-le, on a encore des choses à apprendre. J'avais 17 ans, on m'a donné ce livre, j'avais jamais lu de livre et j'ai vu cette phrase. Ma mère me conduisait à l'hôpital en pleurnichant. Elle acceptait l'accident de ma mort. Non seulement elle consentait, mais elle se demandait si j'avais autant de résignation qu'elle-même. Ça a commencé comme ça et j'ai trouvé que c'était pas de la littérature. Ça parlait de ma vie et de la vie, donc j'étais bouleversé et je me suis mis à l'apprendre par cœur. L'obsession. L'obsession, elle est puissante. Jusqu'où es-tu allé dans un domaine, peu importe lequel, pour justement intégrer ce domaine à ta vie? Voilà, jusqu'où es-tu prêt à aller? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, et là vraiment on touche la quintessence du truc, tu vois bien que le mec est touché par quelque chose. Et je suis quelqu'un d'obsessionnel, j'ai pas honte de le dire. Mon meilleur ami Vincent, s'il écoute ce podcast, t'as qu'à lui demander. J'ai eu une passion pour No Doubt à un moment donné. Il y a une musique, je crois que Vincent il peut plus l'écouter. C'était lunaire en fait. Je l'écoutais genre en boucle tous les jours pendant des mois. Et même encore aujourd'hui, je peux l'écouter. Je peux être obsessionnel. Alors, c'est des comportements un petit peu bizarres pour ton entourage. Moi, des fois, ma femme, c'est pareil. Quand je bascule dans une obsession sur quelque chose, ça peut être très, très, très problématique. Et je le reconnais. Mais pour toi, ça doit être un curseur. Fabrice Lucchini, toutes ces personnes qui deviennent obsessionnelles le deviennent parce qu'elles sont happées par quelque chose. Et si tu ne sais pas comment trouver tes objectifs, comment t'engager dans quelque chose ou comment te diriger dans une direction X ou Y dans ta vie, l'obsession est à mes yeux le meilleur marqueur possible. Si tu es capable de devenir obsessionnel sans que ça t'impacte, presque quand ça devient normal. Moi, je t'assure que même encore aujourd'hui, tu me remets No Doubt, j'écoute tranquille. Lui, son bouquin là dont il te parle, qu'il connaît par cœur, je suis sûr qu'il le lit encore. Et pourtant, il le connaît par cœur. Eh bien, quand tu peux devenir obsessionnel à ce point-là sur quelque chose, que ça ne te pose pas de problème et que c'est OK, ben, tu tiens quelque chose. Cherche l'obsession. Cherche le point qui va déranger les autres et qui pour toi sera normal. Et tu seras dans le milieu dans lequel tu dois te trouver. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet, je l'ai déjà dit plusieurs fois. À ce stade, on lui demande donc qu'est-ce qui est arrivé, M. Lucchini, quand vous avez découvert James Brown. L'organique, le génie américain et le génie de l'Afrique. Il a réconcilié tout simplement par et les deux continents afro-américains. James Brown, ça a été ma référence. Je suis resté des heures à les observer, danser. Bon, je ne vais pas épiloguer 2 heures sur ce passage. L'observation reste aujourd'hui humainement une des meilleures façons d'apprendre. Tu peux observer les gens et reproduire ce qu'ils font. Ça reste quand même une méthodologie de travail qui est très très efficace. Les enfants apprennent comme ça, les adultes apprennent comme ça. Il y a plein de façons. L'important c'est d'apprendre. Je crois que moi je ne vais pas polémiquer. Tant que tu apprends des choses tous les jours, c'est ce qui compte. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'à tout niveau, tu peux être épris de passion, d'admiration pour d'autres personnes. Et moi, je pense pas que je suis pas la personne qui va te pousser à admirer X ou Y personne, mais je suis la personne qui va te pousser à observer et à apprendre. Là, ça sort du cadre de l'émission, donc je vais pas rester des heures sur ce sujet-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que il a quand même nourri aussi durant toute sa carrière ses passions. Il a nourri son envie et son intérêt pour d'autres formes de culture et d'art et de formes d'art pour lui-même se nourrir et nourrir son propre art en fait. Et je crois que quelque part, c'est mon opinion, je pense qu'il faut être capable justement de se dire que quand les choses ne marchent pas, on s'ouvre, on se nourrit et on essaye de s'améliorer. Pourquoi? Parce que tu la connais cette image du mec qui creuse pour aller chercher de l'or et en fait on le voit repartir et il s'est arrêté à quelques centimètres du comment on appelle, il s'est arrêté à quelques centimètres du gisement d'or en fait. Et s'il avait fait preuve juste d'un petit peu plus de volonté, juste d'un petit peu plus de patience, il le trouvait et en dessous par un autre chemin plus long, un espèce de bargeot, il arrive et lui il trouve l'or en fait.
Et je sais pas si tu as déjà vu cette image, elle est très rigolote parce que je trouve qu'elle résume assez bien la vie. Et pourquoi tu as des barjots qui vont aller plus loin et tu as des mecs qui vont s'arrêter et faire demi-tour? Eh bien justement pour l'élément que vient de donner Lucchini qui est très contre-intuitif, c'est d'être capable à un moment donné de se dire « Bon ben ok, j'y arrive pas, il va falloir que je me donne de l'entrain, il va falloir que je me nourrisse d'autres choses pour quand même trouver la force de rester, à continuer de faire ce que je fais. » Et c'est très difficile, hein. Pourquoi j'avais envie de te faire une émission sur les objectifs? Parce que là, moi je travaille comme un acharné sur plusieurs projets en ce moment. Ça fait plusieurs échecs que j'essuie sur des projets qui sont assez durs à vivre. Et bien pourtant, il faut que je continue. Et donc, je suis en train de me renourrir d'autres choses, d'autres éléments et de chercher des solutions pour me donner de la baume au cœur parce qu'il ne faut pas que j'arrête en fait. Parce que j'ai cette image en tête et je me dis, ben, peut-être que je suis à côté du gisement en fait et que ce n'est pas le moment de faire demi-tour. Et donc, garde cette image en tête, nourris-toi en permanence pour justement garder cette force d'avancer. Et d'ailleurs, il faut cette force d'avancer, mais là, bon, à des moments comme M. Lucchini, quand tu atteins les sommets, c'est l'inverse. Lui, il va lui falloir une certaine forme de modestie pour être capable de continuer à travailler parce que c'est très marrant la réussite. Parce qu'il y a l'avant, donc le moment où on cherche à réussir, et puis il y a l'après, le moment où on a réussi. Et il y a deux erreurs très courantes. Il y a la première dont je viens de parler pendant 2 heures, dont je te parle depuis le départ, c'est là on arrive au bout, donc tu essayes de réussir et tu t'arrêtes trop tôt juste avant le moment où tu allais réussir. Mais j'ai réussi, bim, je prends la grosse tête et bam, je me viande. Donc là, Monsieur Lucchini, comment on fait pour rester modeste et garder les pieds sur terre? J'ai une structure psychique assez malheureuse. Tu comprends, la vanité, l'infatuation, ça va avec une sorte de bonne humeur sur soi-même. Mais ça ne veut pas dire que ce métier ne te rend pas cinglé. Ça ne peut pas être autrement. Et vous avez déjà eu l'impression d'être à la limite d'être cinglé? Cioran dit « toute tête qui se laisse applaudir est une ordure ». Tu vois, nous on se fait applaudir quand même. C'est construit, le comédien, sur une structure très fragile parce qu'il dépend de l'encouragement des autres. Et il faut essayer dans sa vie quotidienne d'avoir une vie très très simple, pas frimée. Et il ne faut pas perdre d'horizon qu'on n'est que des interprètes. Voilà. Bon ben voilà, en gros il vient de dire que je suis une ordure, hein, parce que bon, j'ai fait quelques séminaires, je me suis fait applaudir. Hein. Je rigole, on s'en fout, c'est de l'humour. Ce qui est hyper intéressant, alors moi je vais le rajouter, mais c'est que tu vois là il t'explique, Lucchini a une très 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 bonne conscience de la réalité. Il a vraiment les pieds sur terre et il a cette espèce de capacité à prendre du recul. Il y a une chose qu'il ne dit pas, mais il est entouré. C'est d'une façon ou d'une autre, il a un entourage qui le maintient, il est attaché à ses racines. Et il y a un autre élément qui n'est pas détachable de tout ça. Et c'est pour moi essentiellement ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent plus ou moins vite. Les gens qui galèrent un peu plus ont tendance à avoir un peu plus les pieds sur terre. La galère te fait conserver les pieds sur terre. Alors, ce n'est pas vraiment vrai. Je connais des gens qui n'ont pas galéré, qui ont eu des réussites assez éclairs et qui ont gardé aussi les pieds sur terre. Ça existe, il ne faut pas croire. Dans la vie, tout existe. Ce n'est pas ça le propos. Mais dans tous les cas, ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est la structure dans laquelle tu évolues qui conditionne relativement de façon importante ta capacité à avoir un jugement sur la situation réelle. Voilà. Et Lucchini est vraiment dans la réalité le concernant par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment très marrant de voir que finalement le secret pour perdurer, c'est effectivement de ne pas prendre la grosse tête et d'avoir cette capacité à garder ou en tout cas à conserver une forme de conscience sur ce que l'on est réellement. Bref, j'en reviens au sujet. Si toi, il t'arrive de réussir, je te souhaite de garder les pieds sur terre. À ce point de l'émission, chez Combini, on lui demande de revenir sur un moment très très difficile de sa carrière, qui va être un moment pour nous un petit peu de détente, puisque en fait il y a un réalisateur qui lui a dit qu'il était asexué. Et là, tu vas voir la réaction, elle est juste magique. C'était le plus grand agent parisien. Il m'a reçu, il m'a dit « Bon, je vais te dire la vérité. Tu as fait un film avec Romer, mais il faut que tu changes de boulot. Parce que tu n'y arriveras jamais. Tu ne seras jamais connu. Parce qu'il te manque un truc, tu n'es pas sexué. Il se dégage de toi aucune libido. Quand tu vois maintenant sur scène que les femmes me jettent des strings, tu te dis « Il s'est trompé. » Non. Voilà. Et c'est quoi votre réaction quand il vous dit ça en fait? Anéanti. Mais j'en ai fait un spectacle qui s'appelle Le Point sur Robert. Et c'est grâce à lui, il m'a dit « Arrête le cinéma et va au théâtre. Ils sont moins regardants. »
Et bizarrement, ma prof de philo, elle avait dit, il a dit une chose très belle parce que vous érotisez particulièrement violemment, Fabrice. Alors je ne savais plus qui croire. La prof de philo qui me disait que j'érotisais. Puis après, j'ai lu la phrase de Duras, les femmes jouissent d'abord par l'oreille. Ce qui est plutôt rassurant pour toi qui n'as pas un physique comme moi, spectaculaire, disons, par rapport aux Marseillais, au niveau muscle. Bon, on va parler des Marseillais dans un instant. Ça sera l'avant-dernière partie. On arrive à la fin de l'émission. Là, vraiment, je voulais que tu écoutes ce passage. Il est anthologique. C'est vraiment l'art de retomber sur ses pattes. Tu peux le voir sous cette forme-là. Mais aussi la force de caractère de quelqu'un qui ne veut pas lâcher le morceau. Quand le plus grand agent parisien te dit « t'es asexué, arrête ce métier », comme il le dit lui-même, il est effondré. Il est effondré. Quand un banquier, quand 18 banquiers me disent non pour un projet immobilier, je suis 18 fois effondré. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'un mec plutôt qu'un autre va continuer? Pose-toi cette question-là. Encore une fois, tout est dans l'émission. Apprendre les livres par cœur, obsessionnel, travailleur. Il n'y a pas de secret. Et là, on le voit. Et qu'est-ce qu'il fait le gars? Il en fait un spectacle. Il peut lui dire merci. Parce qu'au final, il a fait du pire moment le meilleur. Et encore une fois, je veux te resituer du pourquoi je fais cette émission. Dans ma vie, en ce moment, j'ai su des échecs et je suis pas content parce que j'atteins pas mes objectifs comme je veux les atteindre. Et je pourrais baisser les bras. Dans ta vie, peut-être qu'il y a des galères et tu pourrais baisser les bras. Et là, on a Fabrice Lucchini qui nous dit « J'étais effondré, mais c'est pas grave. Je me suis pris par la main, j'ai redressé la barre et j'ai fait de ce moment de vie un spectacle qui a cartonné. » Donc dis-toi que quand tu fais des choses dans la vie, tu les fais pour une raison X ou Y. Tu te retrouves à cet endroit-là parce que tu l'as voulu à un moment donné, tu l'as choisi, tu l'as voulu. Et donc, au lieu de baisser les bras, au lieu de te contenter de ce nom qui te fout dans le caca, dans la merde, mais comme il disait tout à l'heure, mange ta tartine de merde, ravale ta fierté et avance garçon, avance. Si tu as un objectif, tu n'as pas le droit de lâcher. Parce que je crois que c'est, encore une fois, réussir sa vie, c'est atteindre ses objectifs. Je ne peux pas les fixer à ta place, mais si je peux te donner un conseil, c'est de ne pas lâcher. Je vais te le redire plus fort, tu ne dois pas lâcher. C'est essentiel, on ne lâche jamais. Alors maintenant, on écoute ce qu'il a à dire sur les Marseillais. J'aime parce que c'est des corps. Les meufs sont sidérantes et les mecs sont étonnants. Ils sont toujours dès 5h du mat en short avec le moule tub. Les meufs, elles sont déjà en paire énorme, maquillées, les cheveux, elles se lèvent, elles sont déjà « Oh, je me sens chafouin » tout ça. Et ça fait des mois que je regarde et j'ai pas compris les enjeux. J'arrive pas bien à comprendre pourquoi ils s'engueulent tout le temps. Et tu vois toute une époque de gens. Et j'en ai parlé au Petit Journal, et maintenant ils m'envoient tous, c'est merveilleux. Viens Fabrice, et viens à Marseille, on te paye le voyage. Donc je vais finir par un jour venir à Marseille, dans les Marseillais. Et en même temps, vous dites que c'est le déclin de l'Occident, donc vous voulez en même temps participer à cette émission. Le déclin de l'Occident, c'est une métaphore, c'est qu'il y a tous les symptômes d'une société sans idéologie, autre que avoir une rep énorme, un string très très petit, une paire de fesses énorme, et puis un mec qui est toujours prêt à l'avoir en l'air à la seconde, et des conflits, du bon sens, de la camaraderie. Il y a une forme de tragédie antique à l'intérieur de ces pièces-là. Bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec la tragédie antique, mais par contre sur le déclin de l'Occident, je vais le rejoindre. C'est l'occasion pour moi simplement de te lire un article du New York Times que je gardais dans un coin, parce que j'ai envie de le partager, et vraiment... je ne suis pas du style à critiquer mon pays ou quoi que ce soit, mais je reconnais que l'un des problèmes de ce monde, de notre monde actuel, réside, enfin en tout cas dans notre pays, et en tout cas touché par cette espèce de ce que de truc que j'ai lu du New York Times. Donc la France, je te lis le New York Times. La France incarne tout ce que les fanatiques religieux du monde détestent. La joie de vivre par une myriade de petites choses. Le parfum d'une tasse de café et des croissants le matin, de belles femmes en robe souriantes, libres dans la rue, l'odeur du pain chaud, une bouteille de vin que l'on partage entre amis,
quelques gouttes de parfum, les enfants qui jouent dans les jardins du Luxembourg, le droit de ne croire en aucun dieu, de se moquer des calories, de flirter, fumer et apprécier le sexe hors mariage, de prendre des vacances, de lire n'importe quel livre, d'aller à l'école gratuitement, jouer, rire, se disputer, se moquer des prélats comme des politiciens, de ne pas se soucier de la vie après la mort. Aucun pays sur Terre n'a de meilleure définition de la vie que les Français. Voilà, c'était un article que qui m'avait marqué en fait, que je gardais dans un coin parce qu'effectivement, je me disais, c'est vrai que bon, je ne vais pas critiquer ma propre patrie, mais c'est un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui quand même. Hein. Alors les Marseillais, c'est un petit peu la quintessence du truc. Je ne les critique pas parce qu'entre nous, au vu de ce que te propose la France, aujourd'hui la France, pour un mec comme moi dans un petit village, ça te propose quoi? 1200 ou 1300 euros par mois. Je ne sais pas ce que j'aurais fait avec ça. Il a fallu que je me débrouille par mes propres moyens pour arriver à quelque chose d'un petit peu mieux et de légèrement différent aussi, c'est vrai, du modèle actuel. Mais je reconnais qu'on est dans une espèce de perdition sans foi ni loi, ni but, ni même représentant d'autorité qui soit en soi une représentation de la vertu. Donc voilà, je ne dis pas que l'article est vrai, je dis juste qu'il n'est pas faux non plus. Allez, sans plus de transition, on écoute la suite. C'était une parenthèse un petit peu bizarre au milieu de tout ça parce que ce qu'il dit sur les Marseillais, ça m'a évoqué cet article. Voilà. Ne m'en veux pas, mais quelque part, je le pense un peu. Je me demandais aussi si quand vous arrêtez en fait de vous produire, vous avez des pauses entre des tournages ou des spectacles. Oui. Vous êtes dans quel état? Dégradé. Vous avez besoin de ça en fait. J'ai besoin de travailler. J'ai la chance d'avoir quand même énormément de gens qui viennent à 18h30 tous les soirs écouter du Peggy. C'est le principal finalement aussi que vous aimez faire, c'est-à-dire pas faire le professeur mais être au moins pédagogue. Et oui, c'est un peu incompréhensible parce que j'ai quitté l'école tellement tôt et Bernard Pivot m'avait dit qu'il aurait aimé avoir un prof de littérature comme moi. C'est quand même totalement troublant. Et ça vous a jamais traversé l'esprit de le faire en fait, de devenir prof? Non, maintenant que je le fais, dis donc, les profs ils ont des élèves, ils payent pas, c'est gratos, ils gueulent, ils t'insultent. Ouais, t'en vas et enculé. C'est que moi, il n'y en a pas un qui bouge. Je ne me voyais pas finir sans te donner le point négatif parce que toute chose a un point négatif. Et effectivement, là, ce qu'il est en train de te dire, c'est la réalité. Le défaut de tout ça, c'est bien évidemment que quand tu es complètement névrosé de ton travail, complètement obsédé par ton boulot, quand tu travailles plus, tu es démonté en fait. Tu es une épave, tu es échoué. Tu es là, tu sais pas pourquoi, tu sais plus quoi faire de tes journées, ça roule pas quoi, tu vois, t'es là, tu comprends pas en fait. Tu te dis mais attends, mais moi c'est vrai que je ne sais pas quoi faire d'un temps libre sans travail. Voilà, c'est assez déprimant de parler comme ça, mais c'est la réalité. Je sais quoi faire, si, je vais aller faire du sport, tu vois. Et je vais aborder le sport en mode compétition. Donc tu vois, c'est vraiment le défaut du truc, mais là je le ramène à moi, mais en le ramenant à toutes les acharnés du boulot, c'est la même chose. Et il faut être capable d'arriver à sortir de cet état-là. Là-dessus, j'ai aucun conseil à te donner parce que je suis très mauvais. Je pense que s'il y a bien dans tout ce que je viens d'essayer de te transmettre dans cette émission quelque chose qui doit être rajouté, c'est comment on arrive à modérer tout ce que moi je t'ai donné parce que je suis un grand excessif, acharné, malado-compulsif, complètement taré du truc. Mais j'ai totalement conscience que c'est absolument pas sain et que c'est absolument pas la bonne solution. C'est la bonne solution sur une courte période, mais sur des longues périodes comme je le fais moi, ça n'est pas du tout normal. Donc je compte sur la vie pour me donner une claque et me faire m'arrêter, mais je compte sur toi pour trouver quelqu'un pour te dire non attends, écoute pas complètement ce mec parce qu'il est un peu fou. Regarde, il y a ça qui marche aussi pour arriver à tempérer le truc. Donc débrouille-toi avec tes passions, tes amis, ta famille, bref, tous les gens que tu aimes autour de toi pour arriver à trouver un échappatoire. Moi, j'y arrive aussi, je ne vais pas faire genre. Aujourd'hui, j'aime bien partir en vacances. Il faut savoir qu'avant de rencontrer ma femme, je prenais même pas de vacances en fait. Je ne m'arrêtais jamais pour ainsi dire. Je savais même pas qu'est-ce que c'était des vacances, ça ne m'intéressait pas. Je sais pas une fierté, c'est juste que c'était pas dans mon ADN. Aujourd'hui, j'apprécie, j'avoue que j'apprécie et je cherche à en avoir. Bon, même si en ce moment, toi-même tu sais, la situation n'est pas propice, n'est-ce pas, aux vacances. Je vais te laisser la fin de l'interview pour finir parce que je l'ai trouvé super. En ce qui me concerne, je pense que je reprendrai un petit peu la main à la fin, mais je t'ai transmis ce que j'avais à te dire. N'oublie pas, fixe-toi un objectif, atteins-le, ne lâche jamais, recommence inlassablement et on laisse le mot de la fin à Fabrice.
Est-ce que vous avez déjà eu l'ambition, comme pour Alice et le maire, d'être le messager en fait des gens, des citoyens? Pas du tout. Et un homme politique, c'est quand même autre chose qu'un acteur, normalement. T'imagines les responsabilités? Le matin, comment il fait Macron? Je dis, bon, Tibet, qu'est-ce que je fais avec le Nouachi? Le Nouachi, il n'a pas l'air emballé sur le Tibet. Oui, mais il y a le problème avec la CGT. Oui, mais la retraite. Il y a la guerre en Afrique. Bon, j'en vois combien? Non, mais attends, qui est capable de faire ça? On est en pleine folie. Moi, je suis capable de rien. Alors donc, je ne pourrais pas être un homme politique. Je suis un homme qui fréquente ses impuissances. C'est pour ça que j'ai réussi à jouer ce rôle. Peut-être. Bon, fini avec les Jean-François. Bon, j'espère comme il dit que c'est pas des acteurs, hein, sinon on est mal. Après, là où il a raison, c'est qu'effectivement, ça doit pas être facile de te réveiller le matin avec la responsabilité. Ça, je le remettrai jamais en cause. Même si je le dis haut et fort que je les aime pas, la responsabilité ne doit pas être évidente à gérer. Ce que je trouve intéressant sur la fin de sa phrase, c'est qu'il dit « Je suis un homme qui vit avec ses impuissances. Il s'accepte comme il est. » Et ça, c'est vraiment bien. Écoute, voilà, émission peut-être un peu spéciale pour toi. Elle est toute chaude. Elle vient d'être produite. Je m'excuse encore. Je suis un peu en retard aujourd'hui, mais on n'est pas parfait. Je pars direct à ma visite. Je vais quand même lui laisser le mot de la fin. Il a un petit mot sur la mort que je trouve très intéressant. En fait, à la fin, on lui demande est-ce qu'il a peur de la mort. Tu vas avoir sa réponse dans une seconde. Je te rappelle que tu peux prendre, bien évidemment, le programme 1 million pour travailler avec moi sur immobiliercompagnie.com. Ou alors, tu peux prendre les 100 premières pages de mon livre, Devenir riche sans argent. Bref, tu vas sur immobiliercompagnie.com, tu retrouveras tout ça. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui encore dans cette émission. Mes excuses pour le retard, mais j'ai beaucoup de travail. Et comme tu l'as compris, ça ne marche pas forcément comme j'ai envie. Bref, Fabrice, un mot sur la mort. Je te souhaite une bonne journée. À très vite. Ciao. Céline dit cette phrase merveilleuse, c'est la mort qui inspire un écrivain. Et il dit cette phrase shakespearienne, c'est quand la mort est en colère. C'est pas sublime? Ça a été génial. J'aime tes baskets blanches.